Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un titre qui, je l'avoue, est un peu putaclic comme diraient certains. Donc, si tu tombes sur cette vidéo par hasard, sans me connaître, bienvenue. Moi, c'est Marc-Alexandre. Sur cette chaîne, on parle principalement tech, photos et vidéos. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, installe-toi, prends un café, on va discuter tranquillement. Si tu te fous de tout ça, désolé pour le titre un peu aguicheur, tu peux next la vidéo, je te retiens pas. Ou alors tu peux rester si t'es un peu curieux. À toi de voir. C'est bon? Bon, pour tous ceux qui sont restés, merci d'abord. J'ai décidé de lancer une petite série de vidéos tuto, on va dire, pour plusieurs raisons. La première, c'est naturellement de créer du contenu sur ma chaîne que je vais pouvoir faire appel, réutiliser dans des prochaines vidéos. La seconde, c'est de mettre ma petite patte dans tout ce YouTube Game. Bon, le principe va être assez simple, vulgariser le monde de la photo et de la vidéo. Alors, je me considère pas du tout comme un expert, loin de là. Je pense simplement avoir acquis au fil des années pas mal de connaissances, pas mal de savoir, qui peut être utile à certains d'entre vous. Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, pour moi, ça sera déjà gagné. Alors, dans ce premier épisode, on va aborder des notions de base, telles que taille de capteur, pixels, résolution. Ça peut paraître bête et inutile pour certains d'entre vous, mais personnellement, je trouve qu'il est essentiel, voire nécessaire de comprendre, de savoir de quoi on parle, de savoir comment les choses fonctionnent pour pouvoir s'améliorer. D'autant plus à notre époque où toutes les marques nous vendent des specs toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Alors que si on y regarde de plus près, elles ne seront pas sans compromis. Et aussi parce qu'il faut être curieux dans la vie. Je pense que c'est la base. Du coup, commençons par la toute base. Comment fonctionne un capteur photo? Et dans notre cas, je parle de capteur photo numérique. L'argentique, c'est encore un autre mot. Alors pour faire simple, un capteur photo est composé de plein de cellules. Cellules qu'on appelle photocytes. Un photocyte reçoit de la lumière. Cette lumière crée un courant électrique et ce courant électrique traduit une couleur, un pixel on va dire. Et ça, mis bout à bout, sur tous les photocytes de notre capteur, ça forme l'image finale. C'est très résumé, mais au moins c'est facile à comprendre. Et donc, plus nos photocytes, plus nos cellules sont grosses, plus elles captent de la lumière, plus le courant créé est intense, plus notre pixel sera éclatant, on va dire. Du coup, vous allez me dire, j'ai qu'à mettre 10 bons gros photocytes dans mon capteur, comme ça j'aurai une image bien éclatante. Alors oui, elle sera bien éclatante, mais composée de 10 pixels maximum. Pour vous donner une ordre de grandeur, pour créer une image en 1080p, donc Full HD, j'ai besoin de 2 millions de pixels. Donc il en faut du pixel pour créer une image. Il en faut beaucoup. Et donc c'est là qu'entre en jeu une notion très importante, la taille du capteur. Parce qu'on comprend bien que la taille du capteur ne peut pas être identique entre ça et ça. Pourtant, ici j'ai 12 millions de mégapixels et ici j'en ai 12 millions également. Donc je pourrais m'attendre à avoir la même qualité d'image entre ça et ça. Et on sait très bien que c'est pas le cas. Alors pourquoi? Simplement parce que pour caser 12 millions de pixels ici et ici, les 12 millions, ils n'auront pas la même taille. Ici, ils seront plus petits, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus ils sont petits, moins ils captent de la lumière, moins le courant est fort, moins le pixel est éclatant. Donc, moins la photo sera de bonne qualité, on va dire. Bon alors du coup, à l'ère du numérique, quels sont les types, les tailles de capteurs qui existent? On a ce qu'on appelle un capteur de taille de référence. Cette taille, c'est le full frame. C'est les capteurs comme celui-ci, aussi appelé 24-36 pour 24 mm par 36 mm. Ça, c'est la taille de capteur, on va dire, la plus grosse, qui équipe la majorité, voire la totalité, des boîtiers professionnels et certains semi-professionnels. Mais vous allez me dire du coup, comme c'est le meilleur capteur, pourquoi ne pas le mettre partout? Eh bien, parce que plus c'est gros, plus c'est cher. Du coup, il a fallu trouver des solutions pour réduire le coût des boîtiers pour un plus large public, on va dire. C'est pour ça qu'on va trouver des capteurs plus petits. Après le capteur full frame, donc plein format, on a ce qu'on appelle le capteur APS-C. C'est l'un des capteurs les plus répandus. Il a une taille qui est 1,5 fois moins qu'un capteur full frame.
1,6 si on prend les boîtiers Canon. Ça veut dire que sa taille est simplement diminuée 1,5 fois. Ensuite, on passe au capteur micro 4 tiers. Micro 4 tiers, c'est quoi? C'est un capteur full frame divisé par deux. Il n'est pas très répandu, on le trouve majoritairement chez Panasonic avec leur GH4, GH5 et GH6. Certains boîtiers Blackmagic également. Et ensuite, pour pouvoir mettre des capteurs dans des objets toujours plus petits, téléphone, drone, on a dû réduire davantage la taille des capteurs. C'est pour ça qu'on trouve des capteurs comme 1 pouce, 1 demi-pouce et en dessous. Et donc le but dans tout ça, c'est de trouver le bon compromis entre la taille du capteur et le nombre de mégapixels présents sur le capteur. Est-ce que le nombre de pixels est important? Oui. Est-ce qu'en avoir le plus est bien? Pas nécessairement, et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va distinguer la photo et la vidéo. C'est à peu près la même chose, mais il y a quelques subtilités. Commençons par la photo. Aujourd'hui, la norme, nos écrans, la majorité de nos écrans sont des écrans 4K. 4K, ça veut dire quoi? 4K, c'est une résolution. Ça veut dire que l'image affichée comprend 3840 pixels de large par 2160 pixels de haut. Donc, si on multiplie ces deux valeurs, on obtient environ 8,3 millions de pixels. Donc, pour afficher une photo sur nos écrans 4K, j'ai besoin de 8,3 millions de pixels de base. Voilà. Si je veux afficher une bonne photo, j'ai besoin de 8,3 millions de pixels. En dessous, l'image n'ira pas. On verra les pixels qui vont devoir s'agrandir pour pouvoir afficher la photo. Ça, on ne veut pas. Pour faire de la photo affichée sur un écran 4K, j'ai besoin de 8,3 millions de pixels. Pas plus. Alors pourquoi les constructeurs nous vendent 20, 30, 50, voire plus de millions de pixels? Simplement pour pouvoir recadrer notre image. Qui dit plus de pixels dit plus de détails. Attention, je ne dis pas que la photo sera de meilleure qualité. Je dis juste qu'il y aura plus de pixels, donc il y aura plus de détails. Ce qui va nous permettre en post-production de pouvoir venir zoomer dans notre image et de garder quand même du détail. Je vous affiche à l'écran ici un petit comparatif entre une photo prise à 12 millions de pixels et une photo prise à 33 millions de pixels. On voit que sur la photo à 33, on peut zoomer plus en gardant quand même un certain détail, une certaine netteté dans la photo, ce qui n'est pas le cas sur la photo à 12 millions de pixels. Alors, aujourd'hui c'est de moins en moins vrai parce qu'il existe des outils, notamment dans le Lightroom, qui va venir en fait analyser notre photo et recréer des pixels autour des pixels pour pouvoir venir apporter plus de détails. Ça va nous permettre après coup de venir augmenter la taille de notre fichier et de pouvoir garder plus ou moins du détail comme si on avait shooté la photo avec un capteur comprenant plus de pixels. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Bon, et en vidéo alors. En vidéo, c'est à peu près le même principe qu'en photo. Aujourd'hui, la norme, la référence, c'est le 4K. Pour produire une vidéo en 4K, j'ai besoin de 12 millions de pixels. Pas plus, pas moins. Donc à quoi ça sert d'avoir un capteur qui fait 20, 30, 50, voire plus de mégapixels? Si je prends un raccourci, à rien. Parce que dans tous les cas, il va devoir conserver 12 millions de pixels. Donc qu'est-ce qui se passe si mon boîtier en a plus? Là, il y a principalement deux méthodes pour produire une image en 4K. La première, on l'appelle le line skipping. Le line skipping, c'est comme son nom l'indique, le saut de ligne. On va prendre un exemple. Si j'ai un capteur qui fait 24 millions de pixels, dans ce cas-là, 2 fois plus que les 12 millions de pixels requis, le boîtier ne va conserver en gros qu'une ligne sur deux pour garder allumé uniquement 12 millions de pixels effectifs. La deuxième méthode, c'est le downscaling. Le downscaling, c'est quoi? C'est que si le boîtier le permet, par exemple sur 24 millions de pixels, on va filmer dans une résolution supérieure, ici 6K par exemple, et ce fichier 6K, on va le convertir en 4K. Le problème de cette méthode, c'est que ça demande pas mal de ressources. Et j'entends par là pas mal de ressources processeurs. Donc qui dit calcul, dit potentiellement de la chauffe. Et c'est d'ailleurs des problèmes qu'ont eu certains boîtiers sortis récemment. Donc là, c'est les deux principales méthodes pour obtenir un fichier en 4K si on a des résolutions plus importantes que 12 millions de pixels. Sinon, si les boîtiers le permettent, on peut toujours filmer dans une résolution supérieure, 6K, 8K. Là, ça va juste offrir la possibilité de venir zoomer dans l'image si on a un montage en 4K.
chose qui ne sera pas possible si on a une vidéo en 4K et un montage en 4K. On va pouvoir venir zoomer un tout petit peu de l'ordre de 5%, mais dépasser 5%, là on va vraiment avoir une perte de qualité dans l'image. Donc là aussi, tout est une question de compromis à trouver entre la taille du capteur et le nombre de mégapixels. Si on prend l'exemple de l'A7S3, l'A7S3, il a un capteur uniquement de 12 millions de pixels. Donc, le minimum requis pour sortir une image en 4K. L'avantage d'avoir un capteur uniquement de 12 millions de pixels, c'est que forcément les photosites vont être plus gros que pour un capteur de 20, 30 ou plus de millions de pixels. Donc qui dit photosites plus gros, dit qu'ils seront plus réceptifs à la lumière naturelle. Et donc plus performants quand il y a moins de lumière. C'est la raison pour laquelle, en basse lumière, l'A7S3 est une référence. Après, il est possible de venir compenser ce manque de luminosité naturelle. C'est une possibilité numérique où on va venir en fait jouer sur la sensibilité de nos photosites. C'est ce qu'on appelle les ISO. Donc on va monter en ISO. Monter en ISO, c'est simplement venir augmenter la sensibilité de nos cellules à la lumière. Mais comme c'est un traitement numérique, passer un certain seuil, ça va vraiment venir dégrader nos images. Vous avez dû le voir, les petits grésillements qu'il y a dans les images, c'est tout simplement du bruit numérique. Donc ça, c'est aussi une limite à prendre en considération. Plus notre capteur va avoir de mégapixels, moins il va être réceptif à la lumière naturelle, plus il va falloir venir contrer ce manque de lumière naturelle par de la sensibilité numérique. Bon voilà, c'était les subtilités pour la photo et la vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a vu quelques notions assez importantes. J'espère qu'elle aura été claire, qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura été utile. Dites-moi-le en commentaire si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Moi, de mon côté, je vous prépare la suite des vidéos. Je pense que la prochaine, ça sera sur le triangle d'exposition. Donc restez connectés. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut!